l'avait toujours su ça, que j'étais une enfant faible à plusieurs niveaux, même physiquement. Je suis née très petite, je suis née 5 livres, peut-être environ, et j'étais allergique à tout, aux poissons, aux fruits de mer, aux œufs, au lait, au vent, au froid. Vraiment. Là, je sais que vous ne me croyez pas, mais au Vietnam, dès que ça descendait à 28, 27 degrés, là, j'enflais. J'enflais jusqu'à l'intérieur de l'oreille, là, parce que c'était trop froid. Et le vent, dès que le vent soufflait, j'enflais aussi. En tout cas, mes parents étaient très courageux de me garder. Là, j'étais le premier enfant en plus, donc il n'y avait pas de comparatif, heureusement. Parce que s'il y avait un comparatif, ça aurait été comme elle, vraiment, bâtie, mais c'est vraiment grâce au départ du Vietnam, les 4 jours en bateau, dès qu'on est arrivé en Malaisie, puis ça, je l'ai raconté souvent, là, puis c'est vrai, je vous jure, dès qu'on est arrivé, c'est fini. J'ai perdu toutes les allergies, mais toutes. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui me tuerait, là, vraiment. Vous êtes coincés avec moi pour longtemps encore, mais vraiment, le premier repas qu'on a reçu, c'était réellement des sardines en boîte. J'ai mangé 0 réaction. Dans le camp, 6 jours sur 7, du poisson, puis du poisson, oui, j'allais dire mort et vivant en même temps, parce que, tu sais, il y avait de la vie. Il y avait de la vie dans le poisson. Mais en même temps, je crois vraiment que ces vers-là avaient mangé les allergènes, des trucs, et ça a aidé certainement. Mais mon père, il disait toujours, on était supposé de recevoir des protéines, juste des poissons, puis là, on en a aussi des vers, donc on remercie les vers, on est content. Et donc, ça m'a guéri. Donc, vous imaginez, je vis aujourd'hui au Canada, où il fait moins 28. Il ne fait pas 22, il fait moins 28 avec des grands vents et tout ça. Je suis capable d'aller à Québec, là, pas de problème. Avec les vents à Québec. Et je crois que vraiment ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le Québec. C'est le Québec qui m'a donné ça. Je ne suis pas née comme ça. Cette aisance-là, ce bonheur-là, tout ça, c'est depuis que je suis arrivée ici. J'avais pas du tout ça au Vietnam. Et donc, la différence est là. Et la différence, vous la voyez dans les livres. Quand j'écris, je suis très silencieuse. Parce que je pense que le livre est beaucoup plus... ou parle, ou sinon vient de cette source-là de l'enfance, beaucoup plus. Gabriel Roy dit souvent que toute son œuvre avait été écrite dans sa chambre avant l'âge de 10 ans. Tout était déjà là. Et après, elle faisait juste écrire ce qu'elle avait vécu dans cette chambre-là. Et donc, je crois que, dans mon cas, je pense que ça vient beaucoup de cette enfance-là qui est beaucoup plus silencieuse. Si j'étais comme je suis aujourd'hui, il n'y aurait pas de livre. Parce que je suis tout le temps en train de rigoler, je vois rien, j'observe rien. Alors qu'à l'époque, j'étais tellement timide que j'observais. J'avais le temps d'observer au lieu de faire le party. Et donc, vous pouvez voir cette différence-là. Puis on me le dit souvent, que quand on ne me connaît pas et qu'on fait juste lire le livre, on ne peut pas imaginer que je sois l'auteur de ces livres-là. Et c'est l'écart, si vous voulez, c'est vraiment le Québec avant et après. Ouais, je pense qu'il y a des photos de moi enfant. Et c'est impossible de me coller à ces enfants, à ces photos-là, parce que j'ai eu une deuxième naissance. Je suis une deuxième personne. J'ai cette deuxième vie ici. Alors, oui, voilà. Si vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez vraiment être fiers de ce que ce pays m'a donné. Voilà. Je suis ravie d'être ici. Vous êtes très, très, très intéressante. Merci. Vous êtes belle en rose comme ça. Je m'appelle Nadia, je suis immigrante de l'Égypte, d'Alexandrie. Alors, je sais un peu qu'est-ce que c'est d'immigrer. Et je me demande comment vous avez fait pour retenir votre langue vietnamienne. Puisque vous êtes venu ici à 10 ans, comment vous l'avez appris pour commencer? Et est-ce que vous êtes déjà retourné chez vous et comment ça se passe là-bas? Oui. J'ai eu la chance, c'est ça, si
Vietnam, je crois que je n'aurais pas du tout pu écrire les livres que j'ai écrits. Tout simplement parce qu'il y a eu un réapprentissage du Vietnam, de la culture vietnamienne en général. J'ai quitté le Vietnam à l'âge de 10 ans. Donc, le vietnamien que j'avais, c'était un vietnamien d'enfant. Et la mémoire était aussi la mémoire des parents, aussi beaucoup, qui a nourri la mienne. Mais quand je suis retournée travailler, j'étais avocate. Donc, j'ai été envoyée par le bureau, vous connaissez peut-être Stagman Elliott ici, qui avait un projet au Vietnam, qui m'a envoyée là-bas. Et là, j'ai pu refaire connaissance avec la culture vietnamienne, mais avec des yeux de Québécoise, avec des yeux d'une francophone. Donc, tout à coup, je découvrais une langue, mais par rapport à la langue française. Donc, je suis toujours en comparaison. Par exemple, le mot rue, en vietnamien, c'est rue. Et rue est un mot qui veut dire bercer un enfant jusqu'au sommeil. Mais c'est un mot au quotidien que tout le monde utilise tout le temps. Et donc, il n'y a plus personne qui voit la poésie de cette langue, de ce mot-là, vous voyez. Mais j'ai essayé de trouver, à l'inverse, en français ou en anglais, un mot qui dirait ça, qui dirait tout ce geste-là avec un son. Bercer un enfant jusqu'au sommeil. Non, ici, on met l'enfant au lit, et tout, mais ouais, il n'y a pas cette notion-là. Et je dis, mais quel beau mot! Quel beau mot! Et ça, si je ne connaissais pas le français, je n'aurais jamais pu apprécier la langue vietnamienne. Et grâce à ça, je vous dirais, je suis allée à la découverte de la langue vietnamienne presque en tant qu'occidentale, qui arrive là en tant que francophone. Mais l'avantage que j'ai sur quelqu'un qui n'est pas vietnamien, c'est que je sais que ces choses-là existent. Sans connaître le contenu, je sais juste que ça existe et je creuse et je vais faire la recherche. Comme par exemple, juste le mot man pour le deuxième livre, j'aimais ça parce que c'est au départ, je n'avais pas pensé, et il y a quelqu'un qui a parlé des moines, que quand un Vietnamien décide de devenir un moine ou une Vietnamienne, il change de nom. Et ils utilisent un nom bouddhiste, si vous voulez, et ils choisissent souvent ce nom-là, man, qui veut dire, et il n'y a pas d'équivalent en français, mais qui veut dire absence de désir. Et quand on parle d'absence de désir, encore une fois, on pense que c'est négatif, mais ça ne l'est pas. C'est qu'on a la légèreté de ne plus avoir de désir. Parce que quand on a des désirs, il y a toujours quelqu'un qui peut faire du chantage sur nous, n'est-ce pas? Alors que quand vous n'en avez pas, il n'y a personne qui peut vous prendre. Il n'y a pas de rançon possible, en fait. Et donc, c'est dans ce sens-là, de l'absence de désir. Donc, c'est pas combler. Parce que combler veut dire que vous aviez un désir et qu'on a comblé votre désir. Alors que là, il n'y en a pas. C'est juste l'équilibre parfait, en fait. Oui, il y a quelque chose de la plénitude, peut-être. Et là, j'ai dit, mais c'est trop beau. Mais en même temps, en anglais, ça veut dire homme. Et donc, il y a toutes ces langues-là qui travaillent dans ma tête, si vous voulez, et je les regarde avec ces yeux-là. Oh, alors man en sanskrit, ça veut dire le cœur ou l'esprit. Alors peut-être que le vietnamien a pris le mot du sanskrit. Mais donc, je vous dirais, oui, donc j'ai eu la chance de retourner et de réapprendre cette langue-là, mais en tant que francophone. Et le seul avantage, c'est ça, c'est que j'avais déjà une fondation, un début. Donc, je peux aller un peu plus rapidement que quelqu'un qui ne connaissait pas du tout la culture vietnamienne. Je pense qu'on a du temps pour une dernière question. C'est fini? Ah oui. Moi, en fait, quand j'ai lu Rue, ce qui m'a le plus frappé, c'est finalement la manière, surtout dans la manière dont vous écrivez, l'espoir en fait qui est à l'intérieur. Parce que finalement, c'était une traversée qui aurait pu être dépeinte très tragiquement. Puis là, je vous entends ce soir, puis vous portez vraiment cette idée que chaque immigrant est aussi est rempli finalement d'espoir dans sa vie future également. Puis
moi, ma question, c'est la suivante. J'entendais notre ami qui est venu justement au Canada étudier la langue française. On a une langue à partage. Puis moi, mon dernier moment d'indignation, je l'ai vécu ce matin quand j'ai appris que le gouvernement allait restreindre notamment l'accès à la résidence permanente pour certains étudiants étrangers dont le domaine d'études n'équivaut pas à combler un manque de pénurie sur le marché du travail. Mais on peut penser à l'exclusion aux amalgames aux États-Unis ou en Europe, ou chez nous aussi. Et je me demande finalement comment vous combinez votre devoir finalement d'écrivain puis votre manière d'écrire avec vos moments d'indignation au quotidien. Est-ce que finalement l'indignation c'est un moteur aussi d'écriture? Je pense que je m'indigne souvent, en fait. Mais l'avantage d'être vietnamienne, c'est qu'on est un peu plus vicieux, ou plus sournois. Donc, on s'indigne, mais il n'y a personne qui sait qu'on s'indigne, et tout à coup, ça tombe. Ouais? Et là, mon Dieu, là, il doit y avoir des Vietnamiens dans la salle. Alors, je remercie la dame qui m'a donné des tartes chaudes, parce que là, je le sens que j'aurais dû porter une gaine. Pour ne pas manger 2 morceaux de 2 tartelettes, toutes chaudes, vraiment, merci beaucoup. J'ai partagé un petit peu avec le directeur général, ça, pour ne pas tout manger tout seul. Mais je crois que il faut s'indigner, de un, mais je crois qu'il y a plusieurs façons de s'indigner. Et je crois que le véhicule, il y a plusieurs véhicules. Il n'y a pas de bon ou de mauvais. Je crois qu'on doit tous le faire. Mais dans mon cas, je crois que le véhicule qui est le plus confortable pour moi, et je crois qu'il est très efficace également, c'est la beauté. La beauté est le meilleur véhicule pour parler de tout, pour s'indigner, pour se fâcher, voilà, pour s'opposer. Et je vous donne 2 exemples. Pendant la guerre du Vietnam, c'était la première guerre visuelle. Vous voyez, il y avait beaucoup de photos. C'était le moment où il y avait des images voilà, qui arrivaient dans la télé, presque en direct de la guerre du Vietnam. Mais il y a une photo qui est vraiment la plus célèbre, je crois, et qui a fait changer la vision de la guerre du Vietnam. C'est la petite fille qui courait au milieu de l'autoroute. Vous voyez tous de quoi je parle. Et pourquoi? Parce que cette photo-là était parfaite, parfaitement cadrée. Et la petite fille, elle était voilà, presque en symétrie. Elle était la seule à être complètement dénudée. Et donc, la première vision qu'on a, on ne voit même pas encore c'est quoi. On voit juste que c'est une belle photo. Et parce qu'on a été attiré par la beauté de la chose, ben on est rentré dans la photo et là, on voit le contenu. Et là, c'est trop tard. On ne peut plus reculer. On est déjà dedans. Et pourquoi la beauté, je vais revenir là-dessus, et plus récemment, je dirais, avec les migrants syriens, la photo qui a fait basculer un peu, c'est le petit Alan sur la plage. Vous vous souvenez de ce t-shirt rouge avec un enfant presque qui dormait en fait sur la plage, et on regarde et on dit mais c'est une belle photo, d'abord et avant tout. Et là, oups, on a réalisé c'était quoi. Et le lendemain, il y avait d'autres photos avec un cadrage beaucoup plus large où on voyait la garde côtière, les gardes côtières, les vestes, les bateaux, tout ça, et on s'en souvient pas parce que c'était moins beau. Et je crois que la beauté réussit à véhiculer tous les messages parce que nous avons tous vécu la beauté à un moment ou à un autre. Que ce soit une fleur, que ce soit une gorgée d'eau, que ce soit peu importe, mais on a tous vécu la beauté. Et dans ce cas-là, on peut être touché, on peut être interpellé. Alors que l'horreur, on n'a pas tous la chance de vivre l'horreur. Et je vous dirais, Tarek Haddad, enfin un immigrant syrien qui est arrivé ici il y a seulement 2 ans, il a raconté que toute sa famille c'était une 60aine dans une salle, dans le sous-sol pour se protéger des bombes, et il y avait tellement de gens que dans cette salle-là, que ceux qui étaient près du mur ne touchaient pas le sol, parce qu'ils étaient poussés par le groupe. Et après quelques jours, ils n'avaient pas le choix. Donc, ils sont tous sortis de cette salle-là à courir. Mais c'était mourir en dedans ou mourir à l'extérieur sous les bombes. Et il racontait ça. Et même si j'avais été réfugiée, je ne pouvais pas vraiment
comprendre cette position physique du corps. On peut le faire seulement rationnellement, mais on ne peut pas le ressentir. Alors que la beauté, on la ressent. On a tous vécu la beauté. Et donc, je crois que pour s'indigner, c'est encore avec la beauté qui fonctionne le mieux. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser la beauté pour parler, pour s'indigner. Voilà. Mais je sais pas si ça marche, hein? C'est tout, là? C'est vrai? Ben oui, si tu veux aller à ton autre rendez-vous. Alors, je vais vous présenter les tirages, c'est vrai. Donc, ce que je vous ai apporté, parce que ça fait 10 ans que Rue existe, alors que vraiment dans ma tête, c'était hier. Et le parcours de Rue, je vous en ai fait part un tout petit peu. Ce que ma maison d'édition a fait pour célébrer ça, c'est qu'ils ont imprimé tout le livre, mais en une affiche. Et donc, c'est tout le livre. Donc, mes yeux de 51 ans ne voient rien. Mais pour ceux qui voient encore, et c'est très grand comme affiche, donc je ne suis pas sûre que tout le monde veut ça chez eux. Mais si vous voulez une affiche, j'en ai apporté 3. Donc, comment on fait ça? J'allais dire, vous avez juste à venir le prendre, mais là... Est-ce qu'il y en a qui en veulent? Donc vous êtes plus que... OK. Là, j'allais dire, il n'y a personne qui va vouloir ça chez eux. En tout cas, chez nous, ma famille en veut pas. C'est un peu que... Donc, mon mari, j'ai mis dans un cadre et tout ça, puis là, il est descendu dans le sous-sol. Ici, je ne sais pas votre nom, mais je crois que toute la salle aimerait que vous soyez. Oui. Mais Léa, tu vas l'avoir. De toute façon, tu es obligé de l'avoir, tu sais. Donc, je vais viens la chercher. Et puis les deux autres, je vais juste dire un chiffre. C'est ça, une rangée puis un chiffre. Hein? B13, c'est ça? B13. B13, est-ce qu'il y a un B13? C'est vous! Alors, un autre, ça serait... Oh, mon Dieu! Merci! Alors, ensuite, dis-moi un chiffre. 1 à 25. 6. G6. Comme bingo! G6. Alors, ça, c'est la deuxième affiche. Maintenant, je vous ai apporté aussi le dernier livre, Vie, en format de poche. J'ai 24 copies. Donc, je ne sais pas comment on fait ça. Est-ce qu'on fait juste... je ne sais pas. Je sais pas. Je fais comme ça. Et aussi, si ça vous intéresse, j'ai apporté les 30 couvertures. J'ai oublié de vous en parler. Mais les 30 couvertures on va prendre 2 secondes, je vais vous les montrer brièvement, mais vous pouvez venir les voir, les différentes couvertures. Donc ça, c'est la japonaise, par exemple. Donc il y en a eu, là on est dans 39 territoires. Donc sachez que voilà, le Québec est dans 39 territoires, dans 29 langues et tout ça. Donc on a tous ces couvertures, si vous voulez venir voir toutes les de l'imagination, comment on réinterprète en fait ces livres à l'étranger. C'est toujours le même livre, mais avec des couvertures complètement différentes parce que chaque culture a un esthétisme différent et aussi chaque maison d'édition a sa propre signature et je vous dirais aussi l'interprétation du livre est un peu différente d'un endroit à l'autre. C'est vrai, je vous en ai pas parlé, j'avais complètement oublié que je vous ai apporté ça. Donc si ça vous tente, je laisse ici, vous viendrez regarder un petit peu. Donc c'est dans tous ces... Et il y en a que je ne sais pas c'est de quel pays. Parce que je ne lis pas le... Mais c'est mon mari qui l'a trouvé. C'est Macédoine. Je pensais que c'était une soupe. Mais non, un légume. Un mélange de légumes. Mais ça, c'est Macédoine. C'est fou, hein? Donc, vous viendrez voir si ça vous tente. Et puis pour les livres, comment on a décidé ça? Comment on fait ça, monsieur le directeur général?
lance ça comme ça. Non, on ne peut pas lancer un livre. Encore des numéros, je les nomme comme ça rapidement. OK. L10. L10. Un par rangée. L18. Oui, venez. Alors, dites-moi vos chiffres. Mais non, venez là. On prend ça comme ça, là. Hein? Alors, voilà. Merci beaucoup d'être venus. Merci. Thank you.